Les Patriots sont peut-être le système d'armes le plus important pour l'Ukraine en ce moment. Alors que l'Ukraine frappe les infrastructures russes presque chaque nuit, il semble que la seule réponse du Kremlin soit de lancer des drones et des missiles balistiques sur Kiev. L'Ukraine gère assez bien les assauts de drones, mais les missiles balistiques restent un vrai problème. Beaucoup de systèmes d'armes ont des substituts efficaces. Cependant, les Patriots sont vraiment uniques. C'est pourquoi Zelensky a continué de courtiser Trump malgré un second mandat difficile. Eh bien, il semble que la persévérance de Zelensky ait porté ses fruits. Hier, au sommet annuel de l'OTAN, Trump a annoncé qu'il autoriserait l'Ukraine à produire des Patriots sur son territoire. Cependant, cette situation suscite plus de questions que de réponses. De plus, de nombreux événements intéressants ont eu lieu lors du sommet. Alors aujourd'hui, commençons par décortiquer toute la saga Patriot. Nous verrons ensuite l'évolution des dépenses de l'OTAN depuis le sommet de la Haye l'an dernier. Cela fait une bonne transition vers le cas curieux de l'Espagne, qui est de nouveau dans la ligne de mire de Trump. Ensuite, nous examinerons la déclaration finale du sommet, avant de terminer avec le cas curieux du prochain sommet. Mais commençons par l'annonce concernant les Patriots. Celle-ci est étrange, car ce n'était vraiment pas une annonce du tout. En fait, Trump et Zelensky faisèrent leur habituelle séance de presse de 30 minutes en ouverture d'une réunion privée plus longue. Contrairement à il y a 2 ans en février, l'ambiance était carrément amicale. Ils ont même plaisanté à propos de la crise dans le bureau ovale qui a marqué toutes leurs relations depuis lors. Trump a amené Zelensky à faire la blague du sommet en lui demandant s'il serait intéressé par une rencontre à Moscou pour des pourparlers de paix. Zelensky a répondu que ce serait dangereux, non pas parce qu'il pourrait boire la mauvaise tasse de thé, mais plutôt parce que des drones ukrainiens survolaient toute la ville. Cela a fait rire toute la salle, mais cette blague partait d'un constat terriblement sérieux. Poutine passerait la plupart de son temps en dehors de Moscou, peut-être en partie à cause de ce danger. Trump a ensuite salué le programme ukrainien de frappe à longue portée. De manière générale, Trump respecte la force. La crise dans le bureau ovale de février 2025 n'a pas seulement représenté un point bas diplomatique, mais c'était sans doute aussi le point bas militaire pour l'Ukraine. Le commentaire sur les cartes était ridicule, mais contenait une part de vérité. Trump veut soutenir un gagnant, et la campagne de frappe à longue portée, aidée par les renseignements américains sur l'emplacement des défenses russes, pourrait effectivement faire de l'Ukraine un gagnant. Quant aux Patriots, l'annonce était en réalité un commentaire fait en passant. Un journaliste a demandé si Trump permettrait à l'Europe d'augmenter la production de Patriots. C'est à ce moment-là que Trump a dit à l'Assemblée que l'un des points à l'ordre du jour de sa conversation privée avec Zelensky porterait sur l'octroi d'une licence à l'Ukraine pour la production de Patriots. Nous constatons alors l'absurdité de ces mêlées médiatiques. C'était une annonce d'une importance considérable. Pourtant, immédiatement, la question suivante a porté sur la fin du cessez-le-feu avec l'Iran. Il a fallu plus de 10 minutes avant une brève relance sur la procédure d'octroi de licence. Les précisions données par Trump étaient donc vagues, c'est pourquoi l'annonce a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolues. 2 autres pays ont une licence pour produire des Patriots. Le Japon a ses lignes de production en service, tandis que l'Allemagne doit commencer la production l'année prochaine. Il a fallu 2 ans au Japon entre la licence initiale et la sortie des premiers Patriots de la chaîne d'assemblage. Pendant ce temps, l'Allemagne a lancé les travaux en 2024, ce qui signifie que nous envisageons un délai de 3 ans si tout reste dans les temps. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un long délai avant que l'Ukraine ne commence à produire les siens. Et étant donné la rapidité avec laquelle les gens pensent que Poutine en a fini, on se demande même s'ils seront opérationnels avant la fin du conflit. Cela dit, je pense que ces délais sont trompeurs. Quand vous êtes en paix, il est logique de rester prudent dans votre production. Vous ne voulez pas d'imperfections dans tous vos missiles stockés sans même vous en rendre compte jusqu'au moment où il faudra réellement les utiliser. Ajoutez la bureaucratie et la réglementation occidentales habituelles, et c'est pourquoi ces choses prennent des années. En revanche, l'Ukraine se soucie peu de la bureaucratie et des réglementations. Même les Patriots avec un taux d'échec relativement élevé peuvent être utilisés sans problème, car l'alternative, c'est qu'un missile balistique russe frappe l'un de vos bâtiments. L'Ukraine préfère largement avoir une chance sur 2 d'en abattre un maintenant plutôt que d'attendre 3 ans pour avoir un taux de réussite garanti.
Le principal blocage pourrait être la procédure de délivrance de licence. L'octroi de licence pour ce type d'arme débute généralement par le paiement d'une redevance initiale par l'importateur à l'exportateur. Ensuite, il y aura d'autres paiements aux sous-traitants pour venir aider à mettre en place les systèmes, des redevances pour chaque unité produite et surtout la vente des biens nécessaires à la production finale. Pour les systèmes d'armes complexes comme les Patriots, le pays bénéficiaire ne produit généralement pas tout le système. Cela permet en partie au concédant de la licence d'arrêter la production s'il le souhaite. Cependant, la principale raison est qu'une couverture totale est tout simplement irréalisable. Le pays producteur pourrait ne pas avoir la capacité de fabriquer des composants spécialisés comme les puces électroniques. Ainsi, dans l'état actuel des choses, je crois qu'un Patriot sortira des chaînes de montage ukrainiennes à l'avenir. Ce que je ne sais pas, c'est ce que l'Ukraine fabriquera sur place. Je ne sais pas non plus qui paiera pour tout cela. L'Ukraine n'a pas l'argent pour le faire. Je doute que Trump fasse cela par pure bonté de cœur. Il ne resterait donc que l'Europe, sans doute via l'initiative Perle de l'OTAN. Je soupçonne que beaucoup de capital seraient ravis de subventionner l'effort en espérant obtenir des patriotes de l'Ukraine après la guerre. Aucun détail n'est disponible pour l'instant. Un dernier point, l'Ukraine devra protéger l'installation de production. Cela soulève la question de savoir si tout cela ne serait pas mieux fait, disons en Pologne, que la Russie ne voudrait pas bombarder afin d'éviter de déclencher l'article 5. Je soupçonne qu'en partie, l'Ukraine pense à la situation d'après-guerre, où elle pourrait alors exporter les Patriots. D'un autre côté, si l'Ukraine essaie de lancer la production de Patriots le plus vite possible, il faudra peut-être procéder à d'importantes modifications après la guerre pour s'assurer que l'approvisionnement en Patriots soit conforme aux normes du reste de l'OTAN. Dans tous les cas, ce sont des détails. Le principal pour l'Ukraine est positif. Ce sommet a été excellent pour Zelensky, poursuivant son année remarquable. Pour continuer, je propose de replacer cela dans le contexte plus large des dépenses militaires de l'OTAN. Voici une carte des États membres indiquant leurs dépenses militaires actuelles en pourcentage du PIB. La Russie et l'Ukraine sont présentes à titre de référence. L'Islande, trop petite, n'a pas d'armée à financer. Mais l'île contribue d'autres façons, c'est un endroit agréable à visiter, et vous devriez essayer d'y aller un jour. Quoi qu'il en soit, vous vous souviendrez qu'en 2014, les Alliés ont convenu de consacrer 2% du PIB à la défense. Après beaucoup de tergiversations, y compris après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le sommet de La Haye de l'année dernière a vu l'engagement passer à 5% du PIB avec 3,5% pour les dépenses de défense proprement dites et 1,5% supplémentaires pour diverses infrastructures militaires. En revenant à la carte, il s'agit spécifiquement de la partie consacrée aux dépenses de défense proprement dites. 5 pays ont déjà atteint l'objectif bien avant la date limite de la décennie. La Lituanie à 5,33%, l'Estonie à 5,10%, la Lettonie à 4,92%, la Pologne à 4,68% et la Grèce à 3,65%. Un sixième pays, le Danemark, est juste à la limite avec 3,49%. Voilà en grande partie pourquoi l'ambiance au sommet était si optimiste cette année. Néanmoins, un certain nombre de pays faisaient toujours du surplace autour de 2%. La France est peut-être le plus remarquable d'entre eux avec 2,22%. Rappelez-vous que la France a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais elle ne dépense pas comme si c'était le cas. Cela peut sembler comparer des pommes et des oranges, mais l'Ukraine, dont l'économie est 30 fois plus petite que celle de la France, dépense actuellement davantage que la France en matière militaire. La Slovénie est le seul pays en dessous de l'engagement pris au sommet du pays de Galles. Vous pourriez être surpris d'entendre cela maintenant, car on pourrait penser que si quelqu'un était autant à la traîne, Donald Trump crierait à tue-tête à ce sujet. Pourtant, il est resté muet. Non, ce n'est pas parce que Melania l'a poussé à être indulgent avec son pays natal. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a aucun désaccord politique en Slovénie concernant l'engagement de La Haye. Un nouveau gouvernement arrive et prévoit d'augmenter les dépenses. Ainsi, personne n'est inquiet et il y a très peu de discussions à ce sujet. En effet, si vous regardez l'évolution des dépenses de défense en pourcentage du PIB, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Plusieurs pays connaissent une croissance annuelle supérieure à 10%, les pays baltes étant particulièrement pressés d'avancer. Et cela en dit long, car les pays baltes dépensaient déjà beaucoup l'année dernière. Cependant, il reste une exception notable.
Espagne. Considérons cela comme la troisième partie de notre échange. Lors du sommet de La Haye, l'Espagne était le seul pays à refuser de déclarer son intention de consacrer 5% de son PIB à la défense. Vous vous rappelez sans doute qu'au sommet de La Haye, j'ai appris que 5% n'était pas un chiffre pris au hasard. Les planificateurs militaires de l'OTAN ont évalué les moyens nécessaires pour contenir la Russie, puis ont estimé le pourcentage du PIB requis selon le coût du matériel. La réponse de l'Espagne a été qu'elle pouvait produire sa part de cette dissuasion avec 2%, rendant les 5% superflus. Nous attendons toujours de voir quel atout l'Espagne possède pour donner un multiplicateur de 2,5 à la production militaire spécifique espagnole. Et nous voilà aujourd'hui avec l'Espagne exactement à 2%. La frustration de Trump envers l'Espagne a toutefois reçu davantage d'attention, en raison de la guerre avec l'Iran. Le gouvernement espagnol a refusé aux États-Unis l'accès aux bases espagnoles pour les opérations logistiques liées au déploiement militaire dans le Golfe. Le point culminant fut atteint au sommet, quand Trump annonça que les États-Unis mettraient fin à tout commerce avec l'Espagne. Eh bien, une réponse courante à cette menace dans les commentaires en ligne est que le commerce avec l'Union européenne ne fonctionne pas comme ça. Plus précisément, l'Union européenne dispose d'une législation appelée l'instrument anti-coercition, qui est entré en vigueur en 2023. Son objectif était alors d'affaiblir la capacité de la Chine à utiliser le commerce comme levier contre des membres de l'UE. En théorie, cet instrument oblige les pays extérieurs à traiter tous les pays de l'Union européenne de la même manière. Si les États-Unis stoppent le commerce avec l'Espagne, l'Union européenne cessera tout commerce avec eux. Je rappelle que Donald Trump avait déjà fait une menace similaire il y a quelques mois sans la mettre à exécution. Il est tout à fait possible que cela se reproduise maintenant. Cependant, l'instrument anti-coercition n'est pas aussi simple qu'on le dit. Il n'y a pas de mise en œuvre automatique du mécanisme. Au contraire, cela requiert un vote à la majorité qualifiée dans l'Union européenne. Plus précisément, 55% des membres représentant au moins 65% de la population de l'UE. Cela prendra probablement des mois de démarches bureaucratiques, car c'est exactement ainsi que fonctionnent les institutions européennes. En tout cas, ce n'est loin d'être certain. D'autres membres de l'UE pourraient en craindre que les États-Unis n'exercent des représailles contre eux pour leur soutien à l'instrument. Certains pourraient en vouloir à l'Espagne pour ses dépenses militaires, source du problème. Ils saboteraient ainsi leurs relations commerciales avec les États-Unis pour défendre le droit de l'Espagne à ne pas contribuer à l'alliance. Si vous pensez que cet instrument sera acquis, posez-vous cette question. Pourquoi faut-il même voter ? La raison en est que les États membres ne veulent pas être pris en otage par de mauvaises politiques de la part d'autres États membres. Est-ce l'une d'entre elles ? Nous verrons bien. Les pays européens soutiennent davantage la décision de l'Espagne sur la guerre contre l'Iran. Chaque fois que Trump lie la politique commerciale espagnole à cela, il sabote encore plus sa capacité à contraindre l'Espagne. Pendant ce temps, la réponse de l'Espagne a été la bonne, ignorer Trump et ses menaces. D'autres pays pourraient apprendre de cet exemple. À propos, Trump a également relancé la controverse sur le Groenland lors du sommet. Cette fois-ci, le Danemark a traité cette absurdité pour ce qu'elle est et y a répondu de manière beaucoup plus discrète. Trump n'a aucune réelle capacité d'agir là-bas, donc il vaut mieux laisser ces menaces creuses de côté. Pour conclure la journée, nous devrions parler de la façon dont ils ont clôturé le sommet avec leur déclaration annuelle. Je décrirai le contenu comme étant habituel, sauf que pour la deuxième année consécutive, le document était plus court. Le premier point a réaffirmé l'inviolabilité de l'article 5, comme ils le font toujours. Le deuxième point évoquait les progrès satisfaisants vers l'engagement de La Haye, comme mentionné plus tôt. Le troisième point portait sur le transfert de la responsabilité principale de la sécurité européenne aux pays européens, avec l'aide des États-Unis pour coordonner ce processus. Cela se passe en coulisses depuis plus d'un an maintenant, même si les médias s'enlisent dans les controverses. Le quatrième point déclare sans ambiguïté que l'Ukraine reste une partie essentielle de la sécurité transatlantique. Le cinquième point précise qu'il est interdit à l'Iran de posséder l'arme nucléaire et impose la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Cela ressemble à quelque chose que Donald Trump aurait glissé dans la déclaration, mais ces principes ont toujours été aussi des politiques européennes. Le sixième point était la formule de remerciement à l'hôte. Le format abrégé de ce document est souvent attribué à Donald Trump.
L'OTAN veut lui simplifier les choses, et en fait c'est pour cette raison que ces sommets ne durent plus toute une semaine. Mais avant de ressortir le panneau, ces documents ont une réelle valeur de signal. Ce ne sont pas de simples propos sur la force et la détermination de l'Alliance. C'est plutôt un classement des priorités de l'Alliance. Et vous pouvez signaler de manière crédible que vous accordez plus d'importance à X qu'à Y. Si vous montrez que vous vous souciez de 80 choses au final, cela montre que vous ne vous souciez de rien. Donc, quel que soit l'effet Trump, le document épuré est utile pour comprendre les objectifs fondamentaux de l'Alliance. Enfin, nous conclurons aujourd'hui en abordant ce qui manquait à la fin de la déclaration du sommet. Je vais vous lire la dernière phrase de ce passage. Nous attendons avec impatience notre prochaine réunion. Ce n'est pas, nous attendons déjà avec impatience notre réunion de 2027 en Albanie. Des rapports suggèrent que l'OTAN pourrait annuler un sommet l'an prochain pour éviter que Trump ne le perturbe. C'est peut-être bien l'intention et c'est peut-être bien ce qui va se passer. Mais si la trajectoire actuelle des engagements militaires se poursuit, ils voudront peut-être quand même en organiser un afin de pouvoir réaffirmer la sacralité de l'article 5. En conclusion, vous avez sûrement deviné que je ne me suis pas rendu au sommet cette année. Ce n'est pas parce que, quand le secrétaire général m'a expulsé de la scène l'an dernier, il m'a banni de toutes les activités de l'OTAN. J'ai simplement eu un conflit d'agenda qui m'a empêché de voyager cette année. Il est intéressant d'observer ces événements de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Sur place, on ne distingue pas la forêt à cause des arbres. Je comprends bien mieux ce qui s'est passé au sommet cette année, même à des milliers de kilomètres. La différence, c'est que l'on est sensible, c'est que tu ne peux pas approfondir des détails essentiels, comme l'origine du chiffre de 5%, si tu n'es pas sur place. En revanche, il n'y a jamais de nuance à la fin de ces vidéos. C'est généralement juste moi qui te rappelle quelque chose de génial, comme le service d'assistance en géopolitique sur ma chaîne secondaire. Tu peux y jeter un œil en cliquant sur la playlist ici. Et si tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors n'hésite pas à liker, partager et t'abonner, et on se retrouve demain. Prends soin de toi.